Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire Surveillance et renouvellement, le premier de la rentrée. Vous êtes d'ailleurs nombreux aujourd'hui à y assister. Déjà 120 personnes connectées, on a environ 450 inscriptions, on devrait attendre encore des personnes au fur et à mesure. Donc bienvenue à tous. Vous allez du coup assister à cette thématique qu'on a l'habitude de présenter à ICPF qui vous permet de faciliter votre parcours de certification. 4 gestes succès, que je vous présente avant de démarrer la présentation. Le premier est de couper son téléphone, ou en tout cas de mettre en mode silencieux pour ne pas être perturbé par les sonneries ou les notifications. Le deuxième va de pair avec le troisième qui concerne l'utilisation de la plateforme, donc de webinaire. Un premier onglet chat pour nous faire part de vos remarques. Vous l'utilisez comme vous le faites maintenant pour nous saluer. Donc bonjour à vous tous. Alors je vois des dizaines de prénoms, je pourrais pas tous les citer, mais je vois Adams, Marie, Pierre, Cécile. Bonjour à vous tous, bienvenue. On va pouvoir avancer progressivement dans la présentation et accueillir l'ensemble des participants. Le troisième geste, donc qui concerne un autre onglet de la plateforme, cette fois-ci pour poser vos questions. Comme son nom l'indique, utilisez-le uniquement en cas de questions, d'interrogations sur des informations qu'on va présenter, qu'on va pouvoir, présenter à l'oral ou sur le support de présentation et vous pouvez d'ailleurs dès maintenant l'utiliser pour indiquer, si vous avez déjà identifié de votre côté des questions, sur, la thématique du jour, à savoir la surveillance et le renouvellement de la certification Qualiopi. Et enfin, dernier geste, le quatrième, la concentration. Concentration sur, ce quoi pour vous dire et vous présenter via le support pour avoir une meilleure compréhension et fluidifier le contenu, pour éviter ce qu'on ait à répéter plusieurs fois les mêmes informations. Donc l'introduction est faite, je vais pouvoir maintenant, vous présenter les intervenants. Je suis avec, Sarah, que je te laisse te présenter. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien et que le retour des vacances plus ou moins récent s'est très bien passé. Donc, je suis Sarah Machado, je suis auditrice et chef auditrice ainsi que chef de groupe au sein de l'ICPF. J'ai intégré l'ICPF initialement en tant qu'auditrice depuis 2018, pardon. Et donc, j'ai évolué sur différents postes. Et j'ai également sous ma responsabilité donc la certification ICPF Pro, qui est une certification de personne pour les professionnels de la formation. Et j'ai donc 8 ans d'expérience professionnelle en certification qualité dans le domaine de la formation et un peu plus dans le domaine de la qualité plus générale. Et pour ma part, je suis Thomas Talby, responsable marketing opérationnel chez ICPF depuis septembre 2021, donc à peu près 3 ans que je fais partie de l'équipe. Mon rôle aujourd'hui est celui d'animateur, donc je vais pouvoir diffuser la présentation, vous délivrer les informations pour vous permettre d'avoir une compréhension optimale de ce qu'est la surveillance et le renouvellement de la certification Calliope, de vous donner la parole aussi, puisque c'est le but aujourd'hui, à travers vos questions, pour vous faire participer. Et voilà. Donc, au-delà de cela, en termes d'expérience, j'ai, acquis, avec ICPF, une maîtrise de l'écosystème de la formation professionnelle, du fait de ces différents webinaires, aussi de la documentation, qui me permet d'approfondir tous les jours ce secteur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, le plan de la présentation qui va se diviser en 5 parties. Un premier point sur ICPF, l'organisme certificateur, puisqu'on accueille aujourd'hui des personnes qui ne nous connaissent pas forcément, qui sont certifiées auprès d'autres, confrères. Le deuxième point, donc l'après Calliope, que se passe-t-il une fois que j'ai obtenu mon certificat, en termes de vision et d'opportunité? Troisième point sur, la thématique essentielle donc, du jour, la surveillance et le renouvellement. Quatrième point sur les indicateurs audités et les évolutions au travers des référentiels et aussi, du périmètre de certification. Et enfin pour terminer, cinquième et dernier point, les questions-réponses, à savoir que vous avez déjà la possibilité, comme je l'ai indiqué, je vois d'ailleurs que ça a été fait, de poser vos questions directement, dès maintenant dans l'onglet questions. Et autre information que j'ai oublié de vous mentionner, vous avez la possibilité de voter pour, là où les questions qui vous semblent les plus pertinentes, ce qui nous permettra derrière de pouvoir les prioriser, et les aborder à l'oral. Donc voilà une 1 question qui avait été posée sur, le fait de savoir si, le contenu de la présentation était envoyé. Donc en effet, c'est bien le cas. Lucas avait répondu. Vous allez recevoir le replay et la présentation au format PDF. Donc pour ça, il faudra, remplir un questionnaire qui sera envoyé à la fin de la présentation.
Donc pour démarrer, première partie sur la présentation de ICPF. ICPF aujourd'hui est un organisme certificateur qui existe depuis presque 30 ans, expert en certification qualité de la formation professionnelle. On se différencie par 5 axes principaux. Le premier, c'est notre plateforme Noé qui permet aujourd'hui de simplifier les étapes du parcours et l'ensemble de la démarche de certification qualité sur différents référentiels. Notamment aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le référentiel Calliope. Le deuxième point, au travers de ces 30 années d'existence, c'est le focus sur les professionnels de la formation. On a commencé comme ça et puis on continuera encore des années, dizaines d'années sur ce focus-là pour vous permettre de développer votre activité en formation. Le troisième point, c'est la proximité territoriale avec nos auditeurs salariés. On en a 16, dont Sarah fait partie, même si ce n'est pas son activité principale. Elle fait des audits ICPF dans les locaux ou alors en dehors. Et également une partie d'auditeurs sous-traitants qui nous permet d'être présents partout en France et également dans les territoires. Donc on peut avoir des auditeurs en Guadeloupe, en Martinique, à l'île de la Réunion. On a d'ailleurs des personnes qui sont présentes aujourd'hui et que j'ai vu passer, qui sont présentes là-bas. Donc bonjour à vous. Et voilà, donc tout ce maillage qui nous permet de proposer des dates d'audit les plus proches possibles dans 90 des cas, donc à 90 minutes de votre lieu de présence. Quatrième point, le service client qui, est disponible via notre site internet et via la plateforme Noé, donc qui permet d'assurer une traçabilité sur, les différents échanges et d'avoir un point de contact en cas de besoin, sur votre démarche qualité. Alors je vois une question, j'y réponds rapidement. On a aussi des auditeurs en Guyane. Heu, Autre point sur, le dernier point pardon, sur, le réseau. Donc ICPF, c'est, 7 000 certifiés répartis entre la certification Calliope ISO et la certification Pro. Et aujourd'hui, ce réseau vous permet de vous rencontrer, d'échanger et de créer de la valeur avec notamment des rencontres qu'on organise comme aujourd'hui avec un événement, qui est digital, mais vous avez la possibilité d'interagir et des événements physiques avec des ICPF Networking. Le prochain aura lieu à Paris le 12 novembre. On a déjà commencé à communiquer sur cet événement. On serait ravis de vous y voir. Je continue sur, la présentation de SCPF, cette fois-ci sur les offres qu'on propose à nos clients ou ceux qui ne sont pas encore clients et qui veulent s'engager dans une démarche qualité. Donc je ne vais pas les présenter toutes, puisqu'aujourd'hui le focus est plutôt, sur la surveillance et le renouvellement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on retrouve, des démarches de certification qu'on a au centre, Calliope, ICPF Pro pour la personne physique, la certification ISO pour, l'organisme, des options qui vous permettent de faciliter le parcours avant, donc on a le pré-audit, l'élaboration qui est intégrée dans la plateforme Noé. Des de nouveautés, on a le pass urgence, pass week-end, report que je vais pouvoir présenter plus en détail par la suite et la pré-certification, donc avec surveillance, renouvellement, adaptation dans lequel on comprend l'extension de certification, le transfert si vous voulez rejoindre ICPF et 2 autres nouveautés également, le pass sérénité et groupe que je vais également présenter plus en détail après. Donc je vais te passer la parole, Sarah, sur, la partie, plus technique. Une fois qu'un organisme obtient la certification Calliope, quelles sont les étapes qui sont importantes pour cet organisme-là? Alors 2 étapes importantes qui vont, donc rythmer votre rythme de certification. Donc vous avez passé votre audit initial et à la suite de celui-ci, obtenu la certification. Donc on est à l'étape 2 sur la slide. Vous allez avoir dans un premier temps donc un audit de surveillance qui devra être réalisé entre le 14e et le 22e mois, à compter de la date d'obtention de certification, donc date initiale de certification qui apparaît sur votre certificat. L'objectif donc de cet audit de surveillance, ça va être, et bien de démontrer que, votre dispositif, dans le cadre des activités que vous menez, est toujours en conformité vis-à-vis donc du référentiel, Calliope. Et à l'issue de cet audit, ICPF donc, acte, prend la décision de maintenir la certification. Donc il n'y a pas un nouveau certificat, mais, la validité de votre certificat, qui est en cours de validité est donc, maintenue. Et ensuite, 4e étape, après l'audit de surveillance, l'organisme va devoir donc réaliser un audit de renouvellement.
Et donc celui-ci va être réalisable entre le 25e et le 36e mois, à l'issue, à compter de la date, de certification initiale. Donc c'est toujours cette date-là, qui est affichée sur votre certificat, qui est prise en compte pour calculer les périodes de surveillance et de renouvellement. Idem pour cet audit de renouvellement, l'objectif est toujours de vérifier que l'organisation qui est déployée et appliquée dans le cadre de vos activités est toujours conforme, au référentiel Calliope. Et donc veiller également au maintien de la conformité dans le cadre d'une évolution du référentiel, Calliope lorsqu'il y en a. Et donc là, à contrario, à l'issue de l'audit de renouvellement, le certificat est renouvelé puisque celui-ci a une durée de validité de 3 ans. Et donc là, effectivement, l'organisme, va se voir, délivrer un nouveau certificat avec une nouvelle, durée de validité de 3 ans, disponible sur son espace Noé. Important, l'audit de surveillance, peut être réalisé à distance. On vous recommande de le réaliser à distance. Alors attention, dans certains cas, si l'audit initial a déjà été fait à distance, mais donc là, on était plutôt concerné par ce cas-là, lorsqu'il y a eu la crise covid. Là, l'audit de surveillance devait se faire en présentiel. Mais à aujourd'hui, audit initial en présentiel, surveillance à distance. Éventuellement, elle peut se faire aussi en présentiel dans certains cas. Et en revanche, audit de renouvellement, c'est imposé en présentiel également comme l'audit initial. Et donc vous voyez des chiffres, importants qui sont affichés. Donc à aujourd'hui, ICPF a réalisé, près de 4 000 audits de surveillance, donc 3 869 pour être précis, et près de 1 000 audits de renouvellement également réalisés par ICPF puisqu'on était à, donc 957, audits de renouvellement réalisés. Et dernier point à retenir aussi, Sarah, sur, cette Mmh. slide, c'est que l'audit de surveillance et l'audit de renouvellement avec ICPF, sont financés par, la redevance annuelle, qui correspond à une facture que vous recevez donc tous les ans à la date d'anniversaire de votre certificat et qui permet de financer ces 2 audits, sur un même cycle de certification. Donc ça permet d'ailleurs de faire le lien avec, la slide suivante. Donc en effet, c'est cette redevance qui permet de financer l'audit, mais à condition qu'elle soit payée bien entendu, puisque si cette facture n'est pas réglée, vous allez être bloqué dans la poursuite de votre parcours. Si en constatant que vous faites une demande, que vous voulez planifier un audit, on constate que cette facture n'a pas été réglée, ça va vous bloquer dans la suite du parcours. Donc pour vous assurer de ça, donc si, vous n'avez pas déjà reçu de relance peut-être par, notre service, vous allez, directement dans votre compte Noé, accéder à cet endroit-là pour retrouver l'état de votre facturation, heu et même pouvoir peut-être passer en prélèvement pardon, puisque ça va vous faire gagner du temps, éviter de vous demander si cette facture a bien été réglée, ce sera automatique et vous aurez donc au-delà du gain de temps, une meilleure visibilité, sur les factures à venir. Donc pour retrouver, ces factures-là, je vous indique le chemin à suivre. Donc c'est depuis la plateforme Noé sur l'onglet Entités et vous avez sur la partie de gauche, un autre lien facture, qui vous présente ensuite le différent état de la facturation. Alors Sarah, tu as présenté, les chiffres, il y a 1 minute sur, la différence entre la surveillance et le renouvellement. Je pense qu'il y a des personnes qui se posent la question, quand savoir, planifier et réaliser l'audit en ce qui concerne la surveillance et le renouvellement? Alors, il y a, 2 informations importantes, à identifier, sur cette slide-là. C'est qu'il y a la période sur laquelle vous allez pouvoir faire la demande de planification et la période où vous allez réaliser l'audit. Je m'explique. Aujourd'hui, donc comme le précisait, Thomas un peu plus, en début de webinaire, la plateforme Noé donc vous permet de digitaliser, l'ensemble de votre démarche de certification et de maintien de celle-ci, sur, donc sur vos espaces Noé. Et donc, sur votre espace Noé, vous allez pouvoir faire vos demandes de planification, surveillance ou renouvellement et ça évidemment, vous pouvez, pour l'audit de surveillance, faire une demande de planification dès le 8e mois de certification. Donc toujours, par rapport à la date de certification initiale, au 8e mois, vous pouvez déjà planifier, une date. Et évidemment, cette date, d'audit de surveillance sera à planifier et donc à réaliser entre le 14e et le 22e mois. C'est pour ça que vous voyez apparaître
et la période de planification et la période d'audit. Attention, si jamais vous dépassez, les délais de planification et donc, par la suite de réalisation de l'audit, vous risquez, soit une suspension de certification dans le cas d'un audit de surveillance ou, un retrait de certification, dans le cas d'un audit, enfin à l'étape de renouvellement. Donc soyez vigilants sur ces délais, de planification et surtout de réalisation d'audit pour ne pas vous retrouver, dans ces situations, pour le moins désagréables pour, l'activité de l'organisme. Concernant l'audit de renouvellement, donc dès le 25e mois, de certification, de l'organisme, vous pouvez dès ce moment-là, soumettre votre demande de planification d'audit de renouvellement, toujours sur votre espace Noé. Et donc vous pourrez, réaliser également dès, ce 25e mois, l'audit de renouvellement et ce, avant la date limite, de certification, c'est-à-dire la date de fin de validité de certificat qui apparaît donc sur votre certificat. Autre point, d'attention, c'est, le délai de traitement des non-conformités. Donc on abordera ce sujet-là un peu plus tard, mais donc il peut y avoir donc des non-conformités identifiées. Il faut en tenir compte, enfin tenir compte du délai de traitement qui vous est, accordé, heu et donc anticiper, du mieux que vous pouvez la réalisation des audits de surveillance ou de renouvellement, surtout là dans le cas du renouvellement, pour que vous puissiez avoir le temps de traiter vos non-conformités et éviter donc, que, la perte de la certification, pour l'organisme. Mmh. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que vous avez la main directement depuis votre compte Noé pour faire la demande de planification. Tout à Donc fait. on le voit, la demande est possible avant la période de réalisation de l'audit, donc profitez-en. Connectez-vous sur votre espace Noé et si vous voyez la notification apparaître comme quoi vous pouvez planifier l'audit, faites la demande et vous prendrez de l'avance. Vous serez sûr d'avoir la date qu'il vous faut, plutôt que de subir, des dates qui seraient, plus étroites et que là, vous aurez dû, vous adapter aux disponibilités. Donc, connectez-vous, regardez, si c'est le cas et vous pouvez déjà, faire le calcul, hein, regarder sur votre certificat si vous l'avez à côté de vous, identifier la date et rajouter le nombre de mois, qui vous concerne si vous êtes à la date de surveillance ou de renouvellement. Alors, j'ai vu 2 questions assez similaires passer dans le chat, d'ailleurs je vous invite à poser ces questions plutôt dans l'onglet questions, comme l'a rappelé Lucas, pour qu'on puisse, effectuer une, modération plus simple, donc concernant le paiement des frais de déplacement. Donc en effet, la redevance comprend le financement de l'audit de surveillance et de renouvellement, mais ne prend pas en compte des frais qui ne sont pas calculés à l'avance, comme des frais de déplacement. Donc si lors de votre demande, on identifie qu'il va falloir envoyer un auditeur, on ne pourra pas le calculer à l'avance. Donc ça, ce sera une facture à côté de la redevance. Donc c'est normal si en effet vous avez la redevance qui finance l'audit et une facture à côté qui sera utile pour le déplacement de l'auditeur, qui correspond aux frais d'audit de la mission. Donc je te rends la parole Sarah, toujours sur l'audit, où on voit cette vague de d'audit, dont vous aurez peut-être entendu parler, si vous êtes attentif à ce qui se passe sur LinkedIn. J'ai vu plusieurs fois cette expression utilisée, notamment. Effectivement, le graphique que vous voyez à l'écran, est là pour mettre en image, le volume d'audits, qui ne cesse, d'augmenter, depuis, enfin sur ce deuxième semestre 2024 et qui va, fortement, s'accentuer donc sur cette fin d'année, sur ces 3 derniers mois. C'est ce volume beaucoup plus important s'explique, eh bien, par tous les organismes, qui ont passé, leurs audits, initiales pour, en fin 2019 et fin 2020, et qui ont pu bénéficier d'un audit, enfin d'une certification, valable 4 ans, excusez-moi. Et donc du coup, on se retrouve, là, à aujourd'hui, sur une période où, un nombre très important d'organismes doivent passer leur renouvellement et également, ceux qui ont passé, leur audit initial, il y a, à peu près, 1 an et demi, 2 ans, arrivent à la fin, du délai, maximum en cette fin d'année pour, passer l'audit de surveillance. Donc
C'est pour ça que c'est important, en lien avec les informations précédentes, de planifier, du moins de faire votre demande le plus rapidement possible et de fixer une date, même si la date est lointaine. Au moins, vous avez une date de fixer, c'est bloqué dans l'agenda d'ICPF et dans le vôtre aussi. Vous pouvez organiser vos activités en fonction de cette date-là et éviter, de vous retrouver dans un choix, de date, très restreint, voire, du coup, être dans l'impossibilité de, pouvoir réaliser votre audit avant la date limite de surveillance ou de renouvellement et donc prendre le risque heu, de de subir soit une suspension, soit un retrait de certification. Attention, je souhaite vous mettre en garde également pour tous ceux qui ont, hem une date limite, que ce soit surveillance ou renouvellement, après la fin d'année, donc sur 2025, on vous, proposera, quasi systématiquement, des dates sur 2025 pour ne pas, du coup, occuper toutes les dates disponibles fin d'année pour ceux qui ont une date limite justement encore sur 2024. Mais donc faites votre demande, au moins vous obtiendrez votre proposition et vous aurez l'assurance d'une date bloquée et donc d'un audit, réalisé, avant les dates, vos dates limites. Alors, en fonction de la situation de votre organisme par rapport, à la date de surveillance ou de renouvellement, on a, développé de nouvelles offres pour vous permettre de répondre à ces situations. Donc par exemple, pour élargir les possibilités en termes de planification, on a notamment aujourd'hui la possibilité depuis la plateforme Noé de planifier un audit le samedi et le dimanche, donc notamment au travers du pass week-end que vous pouvez, sélectionner depuis votre demande de certification. Un pass urgence, notamment pour les organismes qui, sont dans les derniers instants de planification et qui, se rendent compte au dernier moment qu'ils doivent planifier un audit, pour, rester, dans la réglementation par rapport à la validité du certificat. Donc même chose pour eux. On a mis en place une offre complémentaire, donc un pass urgence qui permet d'obtenir une date à moins de 3 semaines de la demande et également, si on constate que la date qui nous est demandée n'est pas disponible, on peut également, trouver des solutions, si, on parvient à faire bouger, quelques planifications avec des auditeurs pour, vous assurer que cette date le sera. On a également un passe report, cette fois-ci pour, les organismes qui souhaitent bénéficier d'une possibilité de replanifier un audit, sans surcoût et un audit de réactivation. Donc, on l'a appelé comme ça puisqu'il concerne des, organismes qui ont déjà eu la certification Calliope, qui sont arrivés en fin de cycle de renouvellement, ou alors, qui ont dépassé les dates de validité du certificat sur la surveillance, qui ont donc perdu la certification, mais à qui on peut reproposer un audit initial à moindre coût pour réintégrer, le parcours en tant que certifié. Donc c'est une solution qu'on propose, depuis peu. Donc en fonction de vos situations, ces différentes options peuvent vous, remettre dans le parcours et vous simplifier votre certification et 2 nouveaux passes, donc un pass groupe et un pass Serenity. Cette fois-ci, ce sont, des passes qui vous permettent d'accéder à des services, complémentaires, des services, premium, donc en tant qu'organisme, monosite, multisite ou alors en tant qu'entité avec, plusieurs NDA, donc en fonction de la structure de votre activité, pour avoir un interlocuteur unique, et des relances faites par ICPF pour, vous assurer notamment que vous êtes bien à jour de votre certification et d'autres options que je vous inviterai à découvrir si vous êtes intéressé, par la souscription de ces passes. Donc on a, terminé la première, enfin la partie, surveillance renouvellement. On va maintenant Mmh. voir comment arriver à la planification, si vous êtes concerné par l'une de ces 2 étapes. Donc en tant, déjà qu'organisme client de ICPF, vous avez un parcours, qui est, plus simple puisque vous avez déjà votre, dossier qui est intégré à la plateforme. Le parcours se passe en 3 points. Un premier point sur la demande de planification, on va le voir en détail dans quelques instants. Accepter la proposition, dans la mesure où il va y avoir, des éventuels frais peut-être de déplacement, mais ce sera surtout de valider la date qui sera important et le troisième point, une fois que la proposition est acceptée, de passer l'audit avec succès pour assurer le maintien du certificat dans le cadre d'une surveillance ou le renouvellement dans le cadre du renouvellement.
L'autre parcours concerne les organismes qui ne sont pas certifiés chez nous, mais qui, auraient, intérêt à nous rejoindre pour répondre à des besoins de planification urgents, pour, changer d'expérience avec un autre certificateur. Cette fois-ci, on a une étape qui apparaît avant la demande d'audit, c'est le transfert de certification. Donc on a également la possibilité de faire cette demande directement depuis la plateforme Noé et ensuite une fois que la proposition est faite, enfin une fois que la demande est faite pardon, vous recevez la proposition. En la signant ensuite, vous pouvez effectuer la planification de l'audit et suivre le même parcours qu'un client ICPF. Donc Sarah, une fois que, je suis, dans les périodes de planification de l'audit, prenons l'exemple de la surveillance, comment j'effectue cette demande depuis la plateforme Noé? Donc, vous vous connectez sur votre espace Noé et donc depuis votre tableau de bord, c'est-à-dire la page d'accueil, vous allez avoir, donc un encadré comme on le voit à l'écran, donc qui aborde soit l'audit de surveillance ou de renouvellement, avec un bouton qui vous propose donc de planifier l'audit de surveillance. Et donc en cliquant sur ce bouton, vous allez donc accéder à un formulaire, qu'on appelle donc, l'analyse de risque et qui va vous permettre donc de soumettre une demande de planification d'audit de surveillance. Vous allez avoir un certain nombre d'informations, à confirmer, ou à renseigner ou à modifier s'il y a eu, des changements. Donc, là, l'objectif est donc de déclarer, oui, l'ensemble des évolutions, des changements, au sein de l'organisme qui pourraient donc avoir un impact là sur l'audit. Donc le formulaire, les différentes étapes du formulaire vous guident de toute façon sur les différentes informations et évolutions qui seraient pertinentes donc à communiquer auprès d'ICPF dans le cadre de cette planification. Et au travers de ce formulaire, vous allez avoir donc des documents, donc qui est une nouvelle exigence depuis mai 2024. Donc des documents et des informations obligatoires à communiquer, donc que vous allez pouvoir renseigner et joindre directement dans votre demande, à savoir le dernier bilan pédagogique et financier que, l'organisme a pu, déclarer, un organigramme qui doit, attention, être nominatif et fonctionnel. Et donc, même si vous êtes seul à, à occuper l'ensemble des fonctions et à réaliser l'ensemble des activités au sein de l'organisme, vous devez tout de même joindre cet organigramme nominatif et fonctionnel, ainsi qu'une description d'activité. Et donc, pour ça, vous inquiétez pas, l'ensemble des informations concernant le descriptif d'activité vous sont mentionnées et vous n'aurez plus qu'à indiquer si oui ou non vous êtes concerné dans le cadre du descriptif d'activité. Et donc, ensuite, en fin de formulaire, vous allez pouvoir sélectionner, une période sur laquelle vous souhaitez donc, réaliser votre audit, de surveillance. Pouvoir sélectionner si vous le souhaitez en présentiel ou distanciel, donc lorsque l'option est possible et choisir donc le lieu dans le cas où c'est en présentiel et ensuite vous allez pouvoir soumettre votre demande. Étape, effectivement, avant de soumettre, merci Thomas. Avant de finaliser donc, votre demande de planification, vous allez pouvoir, choisir si vous souhaitez ou pas, opter pour la démarche pour l'option élaboration, qui est une option donc qui vous permet de, préparer, vos audits, heu, de manière dématérialisée depuis votre espace Noé. Donc c'est optionnel, mais donc c'est un plus que l'on vous permet à l'ICPF, au travers de la plateforme de pouvoir, travailler et préparer, votre audit. Et donc à l'issue, de cette dernière étape du formulaire, vous allez pouvoir donc soumettre votre demande, et vous recevrez donc en retour, a posteriori, une proposition, de date d'audit en fonction de la période que vous souhaitiez. Alors évidemment, si nous n'avons pas de date disponible sur la période que vous souhaitiez, on vous fait donc une contre-proposition. Et lorsque vous recevez donc votre proposition, donc vous pouvez la consulter et vous allez devoir la valider, la signer et procéder au règlement. Il y aura des règlements enfin des frais à régler uniquement, uniquement
les frais qui vont concerner soit les frais de déplacement, donc dans le cas d'un audit en présentiel par exemple, de location de salle ou autre, mais donc tout ce qui est les frais annexes en dehors du coût classique de l'audit qui a été réglé, je vous le rappelle, par, la redevance. Et donc une fois que vous avez, procédé à la validation et au paiement, dans le cas où il y a des frais, supplémentaires à régler, vous pourrez toujours depuis votre tableau de bord sur Noé, cliquer sur «Élaborer le dossier», donc si vous avez pris l'option élaboration, pour pouvoir, sereinement préparer, votre audit, indicateur par indicateur pour chacun des critères, heu et ainsi, pouvoir être, prêt lors de votre audit. Alors, on va maintenant rentrer un peu plus dans le détail du contenu de l'audit. Ça fait partie des questions Oui. principales, je vais dire, des participants. Qu'est-ce que je dois préparer pour l'audit? Mais déjà, on va représenter aussi peut-être un rappel sur les non-conformités. Donc, au niveau du déroulement de l'audit, quels sont quelques rappels à faire, ça? Alors, dans les grandes lignes, l'audit de surveillance ou de renouvellement, il se déroule de la même manière qu'un audit initial. On verra par la suite qu'il y a des différences, mais pas sur, la manière de dérouler l'audit. Donc, vous devrez, en tant qu'organisme, qui souhaite donc maintenir ou renouveler sa certification, démontrer, votre conformité, du moins la conformité de vos dispositifs, au travers donc d'éléments de preuve factuels, et donc sur différentes actions qui auront pu être échantillonnées par l'auditeur. Donc l'auditeur choisira son échantillonnage en début d'audit et donc l'ensemble des indicateurs concernés dans le cadre de l'audit sont déroulés et à l'issue de l'audit, dans le cas, d'éventuelles non-conformités, notifiées par l'auditeur, vous aurez un délai pour, traiter ces non-conformités. Il y a, 3 délais différents, à comprendre et à retenir, à tenir compte. Vous avez, le délai pour les non-conformités majeures. Donc si vous avez des non-conformités majeures sur, les indicateurs du référentiel, vous allez avoir 3 mois pour traiter les non-conformités, donc corriger et apporter les preuves de correction. Dans le cas de non-conformité mineure, vous allez avoir seulement 1 mois, mais pas pour mettre en œuvre la correction, mais proposer un plan d'action qui permet, de mettre, en avant les actions qui vont plus tard être mises en œuvre pour corriger cette non-conformité mineure ou les non-conformités mineures s'il y en avait plusieurs. Et attention, il peut y avoir des non-conformités majeures en lien avec, l'usage, des marques, donc ICPF, Cofrac ou Calliope, la marque Calliope. Et donc là, dans ce cadre-là, vous avez 30 jours calendaires pour pouvoir corriger et apporter les preuves de correction, aux non-conformités majeures qui concernent l'usage des marques. Information importante pour vous dans la préparation de vos audits, le traitement des non-conformités va pouvoir, s'effectuer à l'écrit, mais donc depuis la plateforme, Noé. Attention, dans certains cas, je ne rentrerai pas dans le détail, mais il peut y avoir des audits complémentaires pour pouvoir, aborder le traitement des non-conformités. Alors, avant de rentrer dans la différence entre surveillance, renouvellement, ce qu'il faut préparer, de quoi on parle quand on approche l'étape de l'audit de surveillance et de renouvellement, Sarah? Alors, donc, les points particuliers donc de ces audits, c'est que dans un premier temps, chose qu'on ne retrouvait donc pas à l'audit initial évidemment puisque, il n'y avait pas eu d'audit avant, c'est que donc l'ensemble des non-conformités qui ont pu être identifiées aux audits précédents, donc à l'audit initial pour l'audit de surveillance ou à l'audit de surveillance si vous êtes dans votre période d'audit de renouvellement, les non-conformités qui avaient été identifiées et notifiées, vont donc être, ces indicateurs-là vont donc, se voir porter une attention, particulière par l'auditeur pour s'assurer que, les actions, correctives qui ont été mises en place ou qui étaient prévues d'être mises en œuvre, l'ont bien été ou ont bien été efficaces et permettent donc bien, supprimer l'écart qui avait été, constaté. Ensuite, autre point particulier, c'est donc, le bon usage des marques Calliope, ICPF ou Cofrac, puisque donc, leur utilisation est réglementée et donc vous allez retrouver ces règles d'utilisation, heu, dans des référentiels et notamment le kit de communication qui est mis à disposition, par ICPF ainsi que la charte d'utilisation de, la marque Calliope.
Donc veillez à respecter donc, l'ensemble des règles pour l'utilisation, de ces marques dans le cadre de votre communication. Et enfin, troisième point particulier, heu, dans le cadre des audits de surveillance et renouvellement, c'est l'affichage, qui est donc devenu obligatoire du certificat Qualiopi de l'organisme. Il devient obligatoire dans les locaux de l'organisme, sur son site internet et donc dans le cas où un organisme n'a ni locaux, ni site internet, il doit pouvoir démontrer que, il peut le fournir, à la demande et dans le cas où il y aurait une demande et bien, pouvoir, en apporter les éléments nécessaires. Et donc attention, si vous n'avez pas de site internet, mais des locaux et bien donc vous n'êtes concerné que par l'obligation d'affichage dans les locaux et inversement. Mais donc si vous avez et des locaux et un site internet, c'est bien sûr, ces 2 hem, sur ces 2 localisations que vous devez, afficher et diffuser votre certificat Qualiopi. Alors avant de passer à la slide suivante, Sarah, on va lancer un sondage, sur, le prochain audit, que, vous devez passer en tant qu'organisme, puisqu'on est intéressé de savoir à quelle étape de votre parcours vous êtes, si c'est plutôt de l'initial, de l'extension, de la surveillance ou encore du renouvellement. Si vous n'êtes pas concerné, vous avez aussi la possibilité de l'ignorer, mais en tout cas, je vous invite à le compléter si, vous êtes concerné par ce parcours. En attendant aussi, que les résultats arrivent, on va traiter 2 questions qui ont été, votées par, plusieurs personnes. On va le prendre donc par priorité. 1 question posée par, l'After School: les indicateurs audités en surveillance sont-ils identiques en renouvellement? Alors donc c'est un point qu'on aborde, de mémoire un peu plus loin, sur cette présentation. Mais donc non, il peut y avoir une différence, entre les indicateurs, audités en surveillance et en renouvellement. Et donc on verra, il peut y avoir plusieurs cas possibles. Donc, en fonction du cas dans lequel vous vous trouvez, il peut effectivement y avoir une différence en termes d'indicateurs, comme il pourrait ne pas y en avoir. Et une autre question posée par Alexis: quelles règles sur la présentation des preuves lors d'un audit? Exemple, sur une présentation posée en matinée et que l'on présente une preuve en fin de journée, est-ce recevable? Redevable, pardon. C'est peut-être recevable qui était, Alors donc supposons donc, en début d'audit ou en matinée, l'auditeur identifie, et notifie une non-conformité, mineure ou majeure et que, plus tard dans la journée ou sur le temps d'audit, l'organisme, heu, apporte de nouveaux éléments de preuve, hem, ça peut dans un cas être accepté, dans un autre refusé. Donc soyez attentifs parce que, la distinction est pas toujours simple. Hem Si c'est un élément de preuve qui était déjà existant lorsque l'auditeur a identifié la non-conformité, mais juste à l'instant T, il ne retrouve pas l'élément parce que, pas scanné ou peut-être mal classé, voilà, il est perdu et que donc il le retrouve, là oui, ça peut être pris en compte et donc la non-conformité pourrait se voir, annulée. En revanche, si c'est une preuve qui démontre donc que, en fait, c'est une action corrective que vous avez mis en cours de journée, en cours d'audit, là non, l'auditeur ne pourra pas, la prendre en compte puisque, la correction des non-conformités, elle doit se faire obligatoirement a posteriori de l'audit. Donc si vous corrigez un écart en cours d'audit, vous pouvez. Néanmoins, l'auditeur ne pourra et ne devra pas, le prendre en compte pour annuler, lever la non-conformité. Donc effectivement, faites attention, à cette distinction. Assurez-vous d'avoir l'ensemble des éléments à disposition, bien que ça peut arriver, un oubli ou une perte temporaire. Mais donc, vous ne pourrez pas, produire de nouvelles preuves en cours d'audit pour pouvoir, annuler ou, lever une non-conformité notifiée par l'auditeur. Merci Sarah pour cette réponse. Ça a laissé le temps aux personnes présentes de pouvoir répondre au sondage, donc à 60%, en majorité des personnes présentes qui sont à l'étape de l'audit de renouvellement, donc soit qui l'ont déjà planifié pour le réaliser, ou alors d'autres organismes qui doivent planifier cet audit pour le faire. Merci d'ailleurs pour vos retours et on a plutôt minoritaire, mais toujours en part importante, 38% des personnes présentes qui sont à l'étape de la surveillance. Donc on va maintenant, rentrer dans le détail, en termes de préparation, sur la surveillance et le renouvellement. Heu,
qu'est-ce qu'on peut dire sur, les quelques critères, enfin pas critères au sens du référentiel, mais, les paramètres, je vais dire, de l'audit de surveillance? Alors, dans un premier temps, l'audit de surveillance aura une durée minimum de 0,5 jours. Donc, vous ne pourrez pas avoir un audit de surveillance inférieur à cette durée-là. En revanche, vous pourrez avoir un audit de surveillance avec une durée supérieure et donc les durées d'audit, sont calculées en fonction de 3 paramètres: le chiffre d'affaires, de l'organisme, le nombre de catégories d'actions, que l'organisme souhaite, maintenir dans le cadre de la certification et le nombre de sites, heu que l'organisme détient, donc dans le cas d'un organisme multisite. Donc ces 3 paramètres, définissent la durée de l'audit et donc au minimum 0,5 jours. Ensuite, l'audit de surveillance, comme on le disait précédemment, il peut se faire à distance ou en présentiel. Hem Et donc, 3e paramètre par rapport à l'audit de surveillance et ça va répondre à beaucoup de questions que j'ai vues passer dans la rubrique questions ou chat. Le périmètre de l'audit de surveillance et bien donc, l'audit de surveillance va porter sur l'ensemble des actions, des prestations que vous avez pu mener depuis l'audit initial. Donc, hem, c'est pas exclusivement sur la dernière année, c'est toutes les actions, réalisées depuis l'audit initial. Ensuite, vous allez être concerné par un minimum d'indicateurs, qui sont, donc cités. Donc, je ne veux pas, là, les citer à l'oral, vous les avez, à l'écran et en fonction, de, cas particuliers, ce sont les fameux cas particuliers que je parlais précédemment, il peut y avoir, des indicateurs supplémentaires. Donc, si vous êtes en CFA ou en tout cas si vous avez, la certification sur la catégorie action de formation par apprentissage, vous verrez donc tous les indicateurs, cités, ainsi que le 14, le 15, le 20 et le 29 en plus. Si lors de votre audit initial, vous aviez été audité en conditions aménagées, donc vous aviez, une durée et un nombre d'indicateurs inférieur en audit initial qu'un audit initial classique, vous allez avoir donc, les premiers indicateurs qui sont cités, ainsi que, le 8, 9, 13, 18, 23 et 30 en plus. Et enfin, si à l'audit initial, les conditions, nouvel entrant avaient été appliquées, là, tous les indicateurs, applicables à la ou les catégories, d'actions, pour lesquelles vous maintenez la certification seront donc audités. Donc il y a plus cette notion, je dirais, d'allègement, de l'audit en audit de surveillance si vous avez été audité en tant que nouvel entrant à l'audit initial. Et même chose pour, du coup, l'audit de renouvellement, voir les différents paramètres de cet Mmh, audit et au même titre que la question qu'on a vu passer sur la surveillance, la question qui, a été le plus votée, et qui n'a pas encore été traitée, une question de Sophie, donc sur, les actions à préparer. Donc dans le cas d'un audit de renouvellement, est-ce que ce sont les dossiers audités, entre l'audit de surveillance et l'audit de renouvellement qui sont concernés par l'audit? tout à fait. Dans le cas d'un audit de renouvellement, donc le périmètre qui peut être échantillonné, le périmètre d'activité qui peut être échantillonné en audit de renouvellement, ce sont donc toutes les actions que, l'organisme a menées depuis l'audit de surveillance. Donc encore une fois, pas sur les X derniers mois, mais depuis le dernier audit. Donc, toujours tenir compte donc, dans le cadre de votre préparation, et que vous ne soyez pas surpris à l'audit, l'auditeur décide de son échantillonnage et il démarre pardon, à la date de, l'audit de surveillance dans le cas d'un audit de renouvellement. La durée minimum d'un audit de renouvellement, c'est 1 jour et donc la durée, peut augmenter, en fonction des paramètres que je vous ai cités, donc chiffre d'affaires, catégorie d'actions et nombre de sites. Là, au niveau localisation, donc l'audit de renouvellement se fait exclusivement en présentiel, et donc ce sont tous les indicateurs en audit de renouvellement qui vont être, passés en revue dans le cadre de cet audit. Attention, un prérequis, important à tenir compte, vous devez avoir réalisé, au moins une action par catégorie, d'actions sur lesquelles, l'organisme est certifié. Heu, Vous devez avoir mis en œuvre, oui, au moins une action pour chaque catégorie depuis l'audit initial pour pouvoir renouveler la certification.
C'est-à-dire qu'entre l'audit initial et l'audit de surveillance, l'organisme est certifié sur action de formation et bilan de compétences. Il n'a pas réalisé de bilan de compétences depuis l'audit initial. Il peut tout de même réaliser l'audit de surveillance sur ces deux catégories, même si il n'y a pas eu d'activité sur bilan de compétences. En revanche, si tel était le cas, il faudra impérativement que l'organisme ait mis en œuvre au moins un bilan de compétences euh, avant l'audit de renouvellement, auquel cas il ne pourra pas renouveler la certification sur là où les catégories où aucune action n'aurait été réalisée depuis l'audit initial. Donc attention à ce point particulier également. Alors toujours du point de vue du référentiel, Sarah, on a également dans la dernière version, donc la V9, l'introduction, du statut de sous-traitant. Quel est l'impact de cette, nouveauté, pour un organisme qui, est certifié Qualiopi? Alors, un organisme qui est certifié Calliope et qui interviendrait donc en tant que sous-traitant pour un autre organisme. Donc avant l'intégration de cette particularité pour les sous-traitants, n'étaient auditées que les activités propres de l'organisme, donc qu'on pourrait qualifier d'activités en direct. Et donc, depuis courant de l'année 2024, donc les actions qui sont réalisées aussi en tant que sous-traitant pour le compte d'autres organismes peuvent être échantillonnées dans le cadre peuvent et sont échantillonnées dans le cadre des différents audits à aujourd'hui. Donc, c'est important lorsque vous intervenez en tant que sous-traitant pour d'autres organismes de veiller à avoir à disposition, comme le mentionne l'arrêté et le référentiel, d'avoir à disposition le ou les contrats de sous-traitance qui permettent de border vos missions en tant que sous-traitant euh, dans le cadre de vos activités. Et donc, l'auditeur tiendra compte de ces missions qui sont notifiées dans votre contrat pour auditer et appliquer ces exigences sous-traitance qui sont inscrites dans la version 9 du référentiel. Donc, ces exigences-là pour les sous-traitants, soit allègent l'exigence, soit elles peuvent être allégées en fonction des missions qui sont donc renseignées dans le contrat, ou notamment pour le critère 1, donc avec les indicateurs 1, 2 et 3. Là, en tant que sous-traitant, ces indicateurs ne concernent absolument pas l'organisme sous-traitant pour répondre à ces exigences-là. Je voulais vous dire autre chose. Oui, et donc ce statut de sous-traitant, il est de toute façon identifié par ICPF et par l'auditeur avant l'audit. Alors, il est confirmé et clarifié en réunion d'ouverture, mais de toute façon, il sera identifié avant l'audit par l'auditeur et par ICPF. Alors, on a ensuite, au-delà du statut de sous-traitance, par indicateur, enfin pas sur tous les indicateurs, mais des obligations spécifiques, Mm. notamment sur les formations certifiantes. Effectivement, donc si vous proposez des prestations, enfin des formations donc certifiantes, c'est-à-dire soit inscrites au RS, donc répertoire spécifique, ou RNCP, répertoire national des certifications professionnelles, vous avez des obligations spécifiques sur certains indicateurs qui vont donc s'appliquer exclusivement pour ces formations certifiantes. Vous allez les retrouver donc sur l'indicateur 1 avec un certain nombre d'items supplémentaires spécifiquement pour ces formations certifiantes à diffuser, à communiquer. Vous allez en retrouver également sur l'indicateur 5 avec donc des objectifs qui doivent être définis en cohérence avec ceux du référentiel, enfin du titre RNCP ou RS. Indicateur 6 également, obligation spécifique pour les formations certifiantes. Et donc là, toujours en corrélation avec le référentiel de certification. Donc, le contenu de votre prestation doit être en cohérence avec le contenu du référentiel de certification. Et enfin, l'indicateur 8, également, obligation spécifique pour les formations certifiantes, donc qui concerne les prérequis qui doivent être à nouveau cohérents avec ceux qui sont mentionnés dans le référentiel de certification.
On va retrouver d'autres obligations spécifiques également, comme l'indicateur 6, qui concerne l'accueil, enfin, obligations spécifiques qui concernent l'accueil des personnes en situation de handicap et donc la situation de handicap doit être prise en compte finalement dès la conception, et la mise en œuvre et par la suite dans le cas de la mise en œuvre de la prestation. Et enfin, dernière obligation spécifique, qui est apparue dans le cadre des dernières versions du référentiel, indicateur 19, lorsque vous proposez des formations à distance, vous devez vous assurer, que, dans le cas de la mise en œuvre de ces actions à distance, qu'elles soient, en totalité ou partiellement à distance, vous devez mettre en œuvre du coup une assistance technique et pédagogique, pour accompagner vos bénéficiaires, dans le cadre de leur parcours de formation à distance. Pour poursuivre sur les évolutions du référentiel Sarah, on a encore, une liste de 4 points. Quelles sont les nouveautés qui ont été introduites dans cette, dernière version? Alors, pour les indicateurs 23, 24 et 25, lorsqu'il y avait une absence d'exploitation de la veille, qui était constatée, ça donnait lieu à une non-conformité majeure. À aujourd'hui, une absence d'exploitation, donc partielle ou complètement totale de la veille que vous avez, mis en place et démontrée, cette fois n'entraînera qu'une non-conformité mineure. Ensuite, autre évolution, importante, l'indicateur 12. Il ne s'applique plus dorénavant, si vous proposez des formations qui sont donc inférieures ou égales à 2 jours. Et ensuite, oui, on a vu un certain nombre, d'indicateurs avec un niveau attendu, identique, mais dont la formulation du niveau attendu, a évolué, et donc, heu, ayant pour but évidemment de faciliter la compréhension donc, des exigences, des indicateurs, pour certains qui n'étaient, pas toujours, clairs ou en tout cas faciles d'appropriation. Et enfin, vous retrouverez, un glossaire à l'issue, du référentiel Calliope, donc dans les dernières pages, qui reprend, un certain nombre de mots de vocabulaire utilisés dans le référentiel, pour lesquels vous retrouverez donc leur définition. Et donc idem, objectif, vous faciliter la compréhension et l'appropriation, du référentiel et des exigences, qui sont mentionnées. D'ailleurs, pour, rester sur le sujet du référentiel, pour vous faciliter, la préparation de l'audit, on a déjà présenté en quelques mots l'option élaboration, mais je vous rappelle, plusieurs points qui vous permettraient de faciliter donc la préparation de l'audit. On a vu, en tout cas, j'ai pu voir dans le chat ou, dans la partie questions, des interrogations sur ces points-là. Qu'est-ce que je dois préparer en audit pour, soit la surveillance ou le renouvellement? Au travers de l'option élaboration, c'est, un paramétrage qui est déjà en place, donc qui est prévu selon, votre périmètre de certification. Donc il va détecter en fonction de votre catégorie d'action, de votre ou vos catégories d'action, les indicateurs que vous allez à préparer. Donc ce sera, déjà pour vous un gain de temps. L'autre point, c'est que lors de la préparation, vous allez pouvoir télécharger des éléments de preuve et de l'argumentation, des éléments qui seront, sauvegardés automatiquement, que vous pourrez retrouver, après plusieurs, sessions de travail. La possibilité aussi de pouvoir partager cet accès avec, d'autres membres de votre équipe si, vous êtes, entouré de collaborateurs qui veulent, vous aider ou alors des personnes dont vous avez besoin pour avancer sur le dossier. Vous avez la possibilité de les inviter sur le compte et de leur donner accès à l'élaboration pour compléter au fur et à mesure le dossier. Et le dernier point, c'est que pendant l'audit, c'est un gain de temps puisque vous n'aurez pas à naviguer dans un dossier que vous aurez créé spécifiquement pour ça et de rechercher vos éléments pour présenter à l'auditeur. Ce sera directement dans Noé, cliquable rapidement pour ressortir les éléments en fonction du déroulement de l'audit. Alors Sarah, je te rends la parole sur, la conclusion. Alors je vais la faire. Il me semble que tu n'as pas l'habitude de faire, la conclusion, surtout que tu as déjà, pas mal parlé sur la partie technique, donc je vais reprendre ce point-là. Donc pour conclure, 3 points à retenir sur, la thématique de la surveillance et du renouvellement. C'est que en tant que certifié Calliope, une fois que, le certificat a été mis par ICPF, la surveillance enfin l'étape de la surveillance et du renouvellement, démarre et elle est rythmée par les 2 audits. Donc on a rappelé les dates de planification et de réalisation, que vous devez suivre pour rester dans les temps.
Le deuxième point, c'est qu'une attention particulière est apportée à l'utilisation de la marque Calliope, puisqu'on a vu, hein, notamment avec l'obligation d'affichage du certificat dans vos locaux ou sur votre site, si vous en possédez, ou alors à la demande pour démontrer que vous avez les moyens de le faire, et d'autres éventuels changements, donc ça notamment, qui seront à indiquer lors de votre demande. Et le dernier point, on l'a rappelé à plusieurs reprises, on le refait encore une fois pour, que ce soit ancré dans vos habitudes. Prenez le réflexe de planifier l'audit de surveillance et de renouvellement en amont, donc ne pas attendre le dernier moment puisque vous vous exposez à des risques, de suspension ou d'autres problèmes. Donc, faites-le dès que possible. Vous avez la notification qui est accessible sur Noé. Connectez-vous pour, vous assurer que vous êtes dans les temps et ayez peut-être un calendrier avec vous pour vous rappeler où vous en êtes dans la préparation dans la bonne tenue de cette démarche. Donc voilà pour, la conclusion, ces 3 points, gardez-les bien en tête pour assurer la continuité de votre certification. On est arrivé à la fin du webinaire, on va pouvoir maintenant passer à la séance de questions-réponses. On avait traité, quelques-unes au fur et à mesure, donc des questions qui ont été traitées à l'écrit notamment et à l'oral pour celles qui avaient été le plus votées. Donc avant de passer à cette, séquence, on va, vous faire quelques rappels pour passer à la suite. Donc le premier point, c'est que vous allez recevoir à la fin de la présentation par email un questionnaire de satisfaction dans lequel vous retrouverez, différentes questions pour mesurer votre satisfaction et si, le webinaire a répondu à vos attentes et aussi à la fin pour vous, 2 éléments, le replay de la présentation et le format PDF de la présentation pour, récupérer, différents liens et d'autres, graphiques qu'on aurait pu vous projeter. Le troisième point, c'est que vous allez pouvoir vous rendre sur la plateforme Noé pour, effectuer différentes actions. Planifier la surveillance ou le renouvellement si vous en êtes à cette étape en tant que client ICPF. Effectuer une demande initiale, sur, les certifications Calliope ISO ou Pro, pour vous engager dans l'une de ces démarches et pouvoir faire une demande de transfert si vous êtes certifié Calliope, mais pas avec ICPF et que vous souhaitez nous rejoindre. Quatrième point, c'est que notre service client est toujours disponible depuis la plateforme et le site internet pour vous assister dans votre démarche de certification. Alors ceci étant fait, on va pouvoir du coup maintenant passer aux questions. Alors je vais trier par vote pour faire ressortir celles qui ont été le plus votées. Alors, question posée par Imad, comment l'auditeur voit la liste des apprenants que l'on a formés? Alors, il va utiliser plusieurs éléments. Dans un premier temps, il va s'appuyer sur, le dernier bilan pédagogique et financier de l'organisme, qui a été déclaré, ce qui lui donne, je dirais en termes de volume, une idée donc, des activités ou du nombre de bénéficiaires, que l'organisme, a accueillis, sur une période donnée. Heu Néanmoins, donc, cette période correspond pas à l'ensemble de la période qui peut être, échantillonnée par l'auditeur et donc, il sera, de la responsabilité de l'organisme, de pouvoir mettre à disposition, d'une manière ou d'une autre, l'ensemble, des actions, des prestations et des bénéficiaires qui ont pu être, réalisés et donc accueillis pour les bénéficiaires, heu pour que l'auditeur puisse donc, procéder à son échantillonnage, au travers donc et du BPF, enfin à l'aide du BPF et des éléments que vous allez lui fournir en réunion d'ouverture. Question suivante posée par Béchara. Ma société est certifiée Calliope et a fait l'objet d'un transfert de siège. Le SIREC a donc changé. Cela a-t-il une incidence sur le certificat Calliope? Alors, aujourd'hui, ce qui a une incidence sur le certificat Calliope, c'est donc changement de NDA, changement d'adresse, changement de raison sociale, changement de sirène. Donc si c'est seulement le SIRET, qui a changé, mais donc sans toucher à la racine, donc aux sirènes, non, du coup, il n'y a pas d'impact sur le certificat. En revanche, si effectivement ce changement de SIRET, a un impact aussi sur le sirène et voire même peut-être le numéro d'activité, le NDA et voire même, l'adresse, donc là, oui, effectivement, vous devez, faire modifier votre certificat et pour ça, vous pouvez faire une demande, de modification, toujours depuis votre espace Noé pour simplifier, la démarche et donc
la modification, plus efficace et plus rapide de votre certificat. Question posée par Sophie. Quelle garantie apportez-vous de la neutralité des auditeurs? Je viens de constater que mon auditeur de surveillance est devenu un concurrent direct sur mon territoire. Alors, très bonne question, qu'on a, pas souvent de mémoire. Alors, l'ensemble de nos auditeurs, donc qu'ils soient, salariés, ou, sous-traitants pour ICPF, sont soumis à un engagement, déontologique. Donc on signe tous en tant qu'auditeurs, un engagement déontologique dans lequel justement, on doit respecter, plusieurs éléments et donc cette notion effectivement de, concurrence, je ne sais plus si c'est le terme exact que vous aviez, qui avait été utilisé et donc, heu, par défaut, s'il s'agit donc effectivement d'un concurrent, direct ou quasi direct par rapport à votre activité ou sur votre territoire, vous pourrez par exemple, réfuter cet auditeur lors de votre, prochain audit. Heu, Néanmoins, jusqu'à présent, on n'a jamais eu, en tout cas pas porté à notre connaissance, de cas où, effectivement, l'auditeur qui, là, réalise l'audit d'un organisme est, en même temps, concurrent. Si tel était le cas, il se doit de toute façon, d'être, le jour de l'audit en face de l'organisme, avec sa casquette d'auditeur pour le compte de l'ICPF et donc ne rien laisser paraître et surtout de ne pas, impacter, l'audit ou les résultats de l'audit évidemment, heu, par rapport à, cette, concurrence, d'activités. Mais donc il y a, cet engagement déontologique heu, qui est assuré par ICPF. Question de Marjorie. L'audit de surveillance se fait sur quel exercice comptable? L'exercice passé en lien avec le dernier BPF déclaré ou celui de l'année dernière, l'année en cours, pardon, BPF pas encore déclaré entre parenthèses. Alors, l'audit de surveillance, enfin le périmètre, d'activité qui peut être échantillonné par l'auditeur, ce sont toutes les activités qui ont été réalisées depuis, le dernier audit. Quels que soient, l'exercice enfin les dates de l'exercice comptable. Ça, l'auditeur n'en tient pas compte pour, réaliser son audit. Ce qui est demandé, au préalable, dans le cadre de vos audits, c'est de fournir le dernier bilan pédagogique et financier, donc que chaque organisme déclare, sur le courant du mois d'avril-mai, si je ne dis pas de bêtises. Donc chaque année, on déclare l'année précédente et effectivement, ce que là, l'organisme doit déclarer doit être en cohérence avec, l'année d'exercice, comptable. Mais donc ça, l'auditeur n'en tient pas compte, dans son échantillonnage. Il part sur toutes les actions qui ont pu être menées depuis l'audit, précédent, quelles que soient, les dates de l'exercice comptable. Alors une question posée par, Mohamed que je vais, traiter, il y a peu de questions techniques que je vais, prendre, pour pas dire de bêtises, Sarah, mais je pense avoir la réponse sur celle-ci. Alors bonjour, dans le cas d'un audit de surveillance à distance, est-ce que je dois envoyer les éléments et documents que souhaite, auditer l'auditeur ou faut-il que je les prépare pour lui montrer en visio? Alors sur ce point-là, vous avez, déjà, l'option élaboration qui pourrait vous aider à, simplifier la préparation, si, vous ne l'avez pas encore prise. Mais sinon, si vous êtes en visio avec l'auditeur, et que vous n'avez pas de dossier depuis la plateforme Noé, vous pouvez, je pense le mieux ce serait d'avoir des documents, en numérique que vous pourrez partager, à l'écran, plutôt que de les montrer à la caméra. Mais, il me semble avoir déjà vu, cette pratique faite en audit, si on est sur un document papier, que le document soit montré à la caméra pour justement que l'auditeur puisse le consulter. Si je me trompe pas, Sarah. Tout à fait. Alors le présenter un document à la caméra, donc qui ne serait pas, au préalable numérisé, doit rester un cas, particulier. Si un document, bon, que vous aviez pas envisagé de présenter, ou vous aviez oublié de scanner,
Heu, mais voilà, tout un audit à distance avec des documents montrés à la caméra n'est pas réalisable, en tout cas pas dans de bonnes conditions parce que, c'est très compliqué de pouvoir, présenter des documents et de jongler avec la caméra et ce sera pas lisible et donc là, il y a un risque que, l'audit ne puisse pas être réalisé dans son intégralité dans les délais impartis et donc du coup, il y a un impact sur l'organisme puisqu'il se voit, dans l'obligation de planifier un audit complémentaire pour terminer l'audit parce que, les conditions de préparation n'ont pas été, suffisamment réunies. Alors, question suivante de Gwenaël. Devons-nous anonymer les documents à fournir, exemple nom des stagiaires enlevés sur une convention, questionnaire de satisfaction, compte rendu de bilan de compétences, etc. Alors pas d'obligation, d'anonymiser, vos éléments de preuve, que ce soit, dans le cas de bilan, ou même d'ailleurs dans d'autres catégories d'actions, mais on sait que les bilans, de compétences sont très souvent, concernés. Pas d'obligation, dans la mesure où, l'auditeur, l'ensemble des éléments que vous allez lui présenter, qu'ils aient été ou pas ajoutés au préalable sur la plateforme parce que vous auriez pris l'option élaboration, l'auditeur ne récupère pas, personnellement l'ensemble des éléments, présentés. Il s'assure juste au travers du constat, en direct pendant l'audit, il s'assure juste, voilà des actions, qui sont, mises en œuvre au travers, des dispositifs mis en œuvre au travers des éléments de preuve. Mais donc pas d'obligation, d'anonymiser. Après vous pouvez, si vous le préférez, le faire, et ce que vous pouvez aussi demander en revanche à votre auditeur, c'est, dans le rapport d'audit, qu'il ne mentionne pas, l'identité complète par exemple du ou des, bénéficiaires des actions, pour des raisons, voilà de confidentialité. Ça peut être une demande que vous pouvez faire. Question de Céline. Le fait de participer à des webinaires tels que celui-ci peut-il faire partie des preuves sur des éléments de veille? Alors, je vais pas pouvoir répondre, à cette question puisque ça reviendrait à vous conseiller sur, un ou, plusieurs éléments. Ce que je peux, vous préconiser, c'est de reprendre le référentiel, et donc là, en l'occurrence, sur les indicateurs de veille, mais comme sur tous les autres indicateurs, vous avez des éléments de preuve, qui vous sont, suggérés. Alors, c'est une liste qui est non exhaustive évidemment, mais qui vous sont suggérés pour vous aider, dans la compréhension et la démonstration de votre conformité. Mais donc je pourrais pas vous répondre sur oui ou non, à cette question. Ben, je pense que la réponse serait la même pour Elodie qui demande comment prouver l'exploitation de la veille. Oui, tout à fait, je ne pourrais, malheureusement pas y répondre donc voilà, préconisation identique, je vous invite à reprendre du coup le référentiel et à consulter les éléments de preuve qui sont, suggérés donc dans ce référentiel, mais effectivement, ICPF en tant qu'organisme certificateur accr accrédité par le COFRAC, on ne peut, proposer, des conseils, que ce soit dans la préparation de l'audit, dans la réalisation de l'audit ou dans, les éléments de preuve à présenter et cetera. Donc, ICPF et dans son ensemble ne peut vous accompagner d'une manière ou d'une autre sur ces aspects-là. Question de Myriam. Nous avons changé toutes nos formations de début 2024. Pourra-t-on faire l'audit sur les nouvelles formations ou devra-t-on montrer notre suivi sur celles qui ont été définitivement abandonnées? Alors, le dans ce cas-là, donc si entre l'audit précédent et l'audit de surveillance ou de renouvellement, donc, il y a eu un changement de programme, en tout cas de direction en termes de prestations, l'auditeur va de toute façon échantillonner sur toutes les actions qui ont été, menées, depuis l'audit précédent, pardon. Donc effectivement, s'il y a des actions qui ont été menées, mais qui ne le sont plus, elles peuvent tout de même être échantillonnées par l'auditeur et l'organisme devra pouvoir, pré démontrer pardon, sa conformité sur, ces actions-là, même si au jour de l'audit, ce ne sont plus des actions qui sont, proposées au public intéressé. Donc elles pourront tout de même faire l'objet d'échantillonnage dans le cadre de votre audit. Mais c'est une information que vous pourrez préciser, sur vos activités, s'il y a eu un changement effectivement de domaine d'intervention. Alors une question statistique, je ne sais pas si tu as le chiffre en tête, Sarah, une question de mode. Combien d'audits de renouvellement ont-ils été validés sur les 957?
Alors, effectivement, le chiffre qu'on a communiqué en début, de webinaire, donc 957 audits de renouvellement, réalisés. Donc là, non, effectivement, j'ai pas de chiffres, enfin, pour vous préciser sur ces 957, combien ont été validés. Heu, En revanche, ce que je peux, vous dire, c'est que, lorsqu'un audit de renouvellement n'est pas validé, alors ce qu'on va appeler un audit de renouvellement non validé, c'est donc un organisme, de certification qui ne renouvelle du coup pas ou ne souhaite plus renouveler, son certificat, sa certification Qualiopi et donc dans ces cas-là, les seules raisons possibles pour que le certificat ne soit pas renouvelé, c'est soit parce que l'organisme abandonne donc de lui-même la démarche, soit il a passé son audit et des non-conformités ont été notifiées et il ne souhaite pas ou n'est pas en capacité, quelle que soit la raison, de pouvoir les corriger dans les délais impartis et donc là, l'ICPF ne peut pas renouveler la certification. En revanche, si l'audit a été réalisé, qu'il y ait non-conformité ou pas et que donc dans le cas de non-conformité, celles-ci sont corrigées, ICPF n'a pas, enfin dans ce cas-là, ne refuse pas le renouvellement, de la certification si les obligations, je dirais, réglementaires ont été respectées. Question de Béchara, un certificat Qualiopi peut-il être transféré à une autre société? Non. Le certificat Qualiopi, d'un organisme est donc délivré et porté par l'organisme et donc, on entend, par organisme de formation, un numéro d'activité, une identité juridique. Et donc on ne peut pas, si, l'organisme, Machado Formation, souhaite arrêter, il ne peut pas, hem, transférer son certificat à, un autre organisme qui s'appellerait, Talbi Formation. Ce n'est pas envisageable. Le seul cas, qui peut, heu être envisagé dans ce cas-là, c'est si l'organisme A est certifié Qualiopi et que l'activité de l'organisme A est par exemple rachetée ou fusionnée à l'activité de l'organisme B qui est déjà certifié lui aussi. Là, dans ces cas-là, il peut y avoir effectivement, fusion, mais un organisme, certifié ne peut pas transmettre sa certification à un organisme non certifié. Là, l'organisme non certifié devra, passer par, l'étape d'un audit initial. Question de Gergana, bonjour. Dans le cadre d'un groupe d'écoles, l'audit initial portait sur l'entité du siège social et 2 écoles sur 4 au total. Lors de l'audit de surveillance, est-ce que l'organisation est la même? Alors, ce ne sera pas, les mêmes écoles, donc d'un point de vue, réglementaire, on considère comme enfin qu'on appelle site de réalisation. Heu, Ce ne sera pas nécessairement les mêmes. Donc la fonction centrale, si c'était effectivement l'adresse du siège social, que vous indiquiez, sera systématiquement auditée. Aux audits de surveillance et renouvellement à chaque audit. Mais ensuite, les différents sites, qui composent, l'organisme, multisite et bien, il va y avoir un roulement et donc là, le nombre de sites à échantillonner et le choix de ces derniers, hem, varie, à la fois varie par rapport à ce qui est notifié dans l'arrêté. Hem Et donc il y a un calcul à faire et donc un roulement, pour visiter l'ensemble des sites, en tout cas un maximum de sites sur un cycle de certification. Donc ce sera le même principe, c'est-à-dire pas tous les sites, mais pas, nécessairement les mêmes que l'audit précédent. Question de Valérie, si on rate l'audit, rate entre guillemets, l'audit de surveillance, est-il possible de recommencer à zéro quelques mois ou un an plus tard, par exemple? Et si oui, quels sont les inconvénients de cette option? Je comprends que pendant quelques mois, je perdrai le certificat. Alors effectivement, hem j'entends du coup je rate, l'audit de surveillance, c'est soit je ne l'ai pas réalisé et j'ai dépassé les délais ou soit, je l'ai réalisé mais j'ai eu des non-conformités que j'ai pas traitées et que donc je n'ai plus de délai pour pouvoir, les corriger. Donc c'est ce que là je comprends dans je rate l'audit.
Et donc effectivement, dans ce genre de cas, vous avez dans un premier temps une suspension de certification qui est prononcée par ICPF, d'une durée, enfin cette suspension pourra s'étaler sur 3 mois maximum. Durant ces 3 mois, vous pouvez l'organisme peut encore corriger, les non-conformités si c'était, ce cas-là ou réaliser l'audit de surveillance. Et donc si jamais à l'issue de ces 3 mois de suspension, donc le l'audit n'est pas réalisé ou écart non corrigé, enfin donc que du coup le, maintien de la certification n'est pas acté par ICPF, heu, l'ICPF procède donc à ce qu'on appelle, à un retrait de certification. Et donc le retrait entraîne un délai de carence de 3 mois à compter, de la date de retrait avant que l'organisme ne puisse, renouveler, enfin partir, sur une nouvelle démarche de certification initiale. Donc là, ça veut dire qu'effectivement, durant la période de suspension et le délai de carence avant de se réengager, l'organisme ne peut plus, faire bénéficier, de fonds publics, donc faire des demandes de financement à ses bénéficiaires pour financer les prestations. En revanche, l'organisme peut tout de même continuer à réaliser des activités, elles seront juste donc pas finançables. Question de Sophie sur, le délai de traitement des non-conformités, qui avait été présenté. Concernant donc les délais, quelle différence entre 30 jours calendaires et un mois? Oui, alors, c'est un peu vicieux, mais donc lorsqu'on parle de mois, on parle de, date à date. Donc, j'ai eu mon audit, bah, le 12 septembre, l'auditeur m'envoie mon rapport d'audit le 12 septembre, j'ai 3 mois, pour pouvoir corriger, les non-conformités majeures, donc, hem, du 12 septembre au 12 décembre. En revanche, si j'ai une non-conformité majeure, donc là au 12 septembre, sur, un usage non conforme de la marque Calliope, j'ai 30 jours. Donc c'est pas du 12 septembre au 12 octobre. Il faut vraiment compter, 30 jours calendaires, et donc vu que les mois sont entre 30 et 31 jours, en moyenne, du coup ça vous fera aux alentours du, alors je suis très mauvaise en calcul mental et j'ai pas le calendrier exact en tête, mais ça vous fera pas jusqu'au 12 octobre, mais 10 octobre. Donc 2 jours, c'est pas énorme, mais c'est 2 jours qui peuvent faire la différence et faire perdre la certification. Donc il faut être vigilant sur les délais, soit en mois, donc de date à date, soit en jours calendaires. Alors, autre question de Sophie, quelle est la durée de l'audit? Ah non, pardon, ça c'est pas celle-ci, ça a bougé, une question est apparue entre-temps. Le délai pour valider les non-conformités mineures est de 3 mois. Que se passe-t-il si la levée de ces non-conformités a lieu après la fin théorique du certificat? Alors, est-ce que tu peux me relire la question? Oui, alors je crois qu'il y a une erreur d'ailleurs sur Mmh. les délais, mais voilà. Le délai pour valider les non-conformités mineures est de 3 mois. Que se passe-t-il si la levée de ces non-conformités a lieu après la date théorique de fin de certificat? Alors, donc si on est dans le cas d'un audit de surveillance, à l'issue du délai, qui est autorisé, pour pouvoir corriger les non-conformités, le certific et que donc les non-conformités ne sont pas, levées dans ces délais-là, la certification est suspendue et donc là, l'organisme bénéficie d'un délai supplémentaire pour poursuivre la correction, de ces écarts et proposer donc les éléments de preuve de correction. En revanche, dans le cas d'un audit de renouvellement, l'audit de renouvellement est fait avant la date de fin de certification. Donc imaginons encore une fois, vous faites votre audit de renouvellement, aujourd'hui 12 septembre, mais la date limite, heu, de fin de validité de votre certificat était demain 13 septembre, et que vous avez donc des non-conformités à traiter, et bien, à l'issue du 13 septembre, l'organisme n'est plus certifié. Donc, si, vous corrigez et que les écarts sont levés donc que, le 26 septembre, la certification ne sera, réactivée, qu'après cette date-là, en tenant compte du délai de traitement en revue. Donc je rentre pas dans plus que ça dans les détails, mais donc il peut y avoir une période pardon, sans certification, pour l'organisme. Donc d'où l'importance de le planifier, surtout l'audit de renouvellement, mais aussi surveillance, hem, suffisamment en amont en tenant compte de ce délai de traitement des non-conformités
dans le cas où éventuellement il y en aurait, que vous ne soyez pas lésé dans vos activités par une suspension ou une perte de certification. Alors, question suivante. Je suis en train de regarder au niveau des votes. J'en avais vu une, oui. Une question posée. Donc, les actions auditées sont-elles des actions terminées? Pas nécessairement, donc il y a pas de règles là-dessus. C'est pas nécessairement des actions qui sont terminées. Je prends, le cas d'organismes qui font peut-être pas un volume, énorme en termes d'actions, en termes de nombre d'actions, mais peut-être des actions qui sont, très longues, eh bien, il se peut que, l'auditeur n'ait pas le choix que de prendre sur la période d'échantillonnage, 1, 2 ou X actions, mais qui sont chacune toujours en cours parce qu'on est sur des formations qui durent 3 ans, par exemple. Mais il y a pas de règle qui interdit ou oblige à prendre une action non terminée, donc c'est tout à fait, possible et envisageable. Question de mode. Dans le cas où l'organisme n'a pas fait de formation pendant la période avant l'audit de surveillance ou je complète un même de renouvellement, comment se passe l'audit? Alors, donc si vous êtes à l'audit de surveillance, vous n'avez enfin l'organisme n'a réalisé, aucune action, n'en a mis en œuvre aucune, l'audit pourra avoir lieu, sur, les process. Et donc c'est une des questions qui est abordée donc, dans le document questions-réponses, de la DGEFP, qu'on appelle communément, la fac Calliope, qui indique donc voilà que, l'audit pourra avoir lieu, sur les process, de l'organisme si, aucune action n'a été mise en œuvre. Attention, si l'organisme n'a réalisé aucune action en direct, mais que l'organisme est intervenu en tant que sous-traitant, eh bien, là, ces actions-là pourront aussi être échantillonnées et donc auditées. Si entre la surveillance et l'audit de renouvellement, aucune action n'a été, mise en œuvre, en direct ou en sous-traitance, et que c'était également le cas entre l'initiale et la surveillance, là l'organisme pardon, ne pourra pas ne pourra pas renouveler sa certification, en tout cas pas sur les catégories d'actions pour lesquelles il y a eu 0 activité. Si en revanche, il n'y en a pas eu que entre la surveillance et le renouvellement, et bien là, même principe, l'audit pourra se faire sur les process de, hem, sur les process des activités de l'organisme qui sont envisagées dans le cas où il y aurait une activité, à l'issue de l'audit. Alors on a encore le temps de prendre quelques questions. On a Mmh. encore 8 minutes pour aborder le plus de questions possible. Alors tu avais abordé un moment, Sarah, des contre-propositions pour l'audit, notamment sur les dates. Ah oui, les Une dates. question posée par Louis dans ce sens. En cas de contre-proposition qui est postérieure à la date maximale de la surveillance, y a-t-il un blocage de la certification? Alors ICPF fera en sorte, donc si sur la période que vous souhaitez et que vous avez indiqué dans votre demande de planification, ICPF n'a aucune disponibilité, à vous proposer, donc on fait une contre-proposition, mais toujours, dans le délai, réglementaire pour réaliser, l'audit. En revanche, si jamais, par exemple, vous faites votre demande, un peu tardivement, donc 2-3 semaines avant la date limite, en tout cas, oui, de la date limite de la période pour réaliser l'audit surveillance ou renouvellement, là, en l'occurrence surveillance, heu et qu'ICPF n'a pas le choix que de vous proposer une date après la date limite, la certification sera effectivement, suspendue, donc à l'issue du 22e mois et donc c'est pour ça qu'encore une fois, je reviens sur cette information. Planifiez dès que possible, vos audits, même si vous choisissez une date, lointaine, mais au moins vous vous assurez d'avoir une date de planifier et donc de ne pas louper le coche puisque la suspension, à l'issue du 22e mois, si l'audit de surveillance n'est pas réalisé, est une obligation réglementaire. Donc, même si c'est ICPF qui ne peut pas vous proposer de date, on n'a pas le choix que d'appliquer cette suspension. Et ICPF ne peut vous proposer de date, enfin ça n'arrive, que parce que, l'organisme a tardé à faire sa demande. Il le fait, 1 semaine avant ou 3 jours avant la date limite. Si vous le faites suffisamment en avance, ICPF n'a pas de problème de date et de disponibilité.
Alors, question suivante, sur l'impact que peut avoir un changement d'information sur le certificat. Donc si je comprends bien, il y a une adaptation de certificat, à réclamer auprès de CPF si je change de sirène? Et deuxième question, même question pour mon NDA, la DRITS va-t-elle faire un nouveau NDA si je change de sirène? Hem Alors le changement, oui, le changement de sirène, alors rapprochez-vous tout de même de la DRITS. Il y a peut-être des particularités dont moi je n'aurais pas connaissance, mais le sirène a un impact effectivement, sur le NDA. Donc mais peut-être que ça a un impact que dans certains cas et pas systématiquement. Donc, rapprochez-vous de la DRITS pour savoir si ce changement de sirène et ou donc de sirette, si ça a un impact sur le numéro d'activité et si tel est le cas, beh, dès lors que, la DRITS vous fournit, votre, nouveau numéro d'activité, faites votre demande de modification auprès d'ICPF pour, modifier rapidement votre certificat. Alors, je suis en train de vérifier les questions qu'il reste. On est toujours sur le même type de questions par rapport au certificat, une question posée par Pauline. En cas de changement de siège social, pardon, au renouvellement, ne faut-il pas modifier au moment du changement du siège pour maintenir la certification? Alors ça dépend si l'adresse du siège social apparaît sur le certificat. Donc pour ça, je vais faire une un rappel, bref, et le plus clair, possible. Sur le certificat, les adresses qui doivent apparaître sont les adresses des sites du ou des sites, d'un organisme de formation. On entend par site une adresse où il y a du personnel permanent, de l'organisme et qu'il s'agit d'un lieu d'activité. Heu, Si en revanche l'organisme n'est pas multisite et que, l'unique adresse, n'est pas considérée comme un site, donc il y a du personnel, mais que les actions, les activités ne sont pas réalisées sur cette adresse-là, alors dans ce cas-là, c'est l'adresse du siège social qui doit apparaître sur le certificat. Mais le siège social d'un organisme, notamment dans le cas d'un organisme multisite, le siège social n'est pas forcément un site, c'est-à-dire que ça peut être juste une adresse de siège social, une adresse postale. Parfois, il y a rien, si ce n'est une boîte aux lettres. Et donc ce changement d'adresse de siège social peut avoir un impact sur le certificat si effectivement l'adresse de votre siège social apparaissait sur le certificat. Donc par précaution, vérifiez donc les adresses qu'il y a sur votre certificat. OK, est-ce qu'il y avait le siège social? Si oui, bah, je change d'adresse de siège social, donc je fais une demande de modification. Et dans le cas contraire ou si vous avez le moindre doute, soumettez, la question, via la messagerie en ligne de Noé et nos services, enfin notre service client pourra vous apporter une réponse quant à la nécessité ou pas de modifier le certificat. Alors, on va prendre 2 dernières questions. Une question posée par Adams: «Dans le cas où mon portefeuille client est issu, de fonds privés, puis-je bénéficier de financement lors de mes actions de formation malgré que ma certification soit suspendue pour défaut de renouvellement?» Alors, je suis pas sûre d'avoir bien compris la question, mais donc Adams me corrigera si jamais, ma réponse est à côté. Ce que je comprends dans la question, dans le cas où mon portefeuille client est issu de fonds privés, c'est, bah, les clients, actuels, financent personnellement, les prestations que vous leur proposez. Donc dans ce cas-là, que votre certificat, enfin le certificat de l'organisme soit suspendu ou pas, quelle que soit la raison, n'a pas d'incidence sur ces activités-là. En revanche, si effectivement le certificat est suspendu, encore une fois, quelle que soit la raison, et qu'il y a dans le cadre de vos prestations, certains ou la totalité de vos clients demandent un financement, ce financement se verra refusé parce que l'organisme n'est plus suspendu, soit dans le cas d'une suspension ou voire même, ultérieurement d'un retrait. Ouais, moi je suis pas sûr de comprendre la question non plus. Il me semble qu'elle a été modifiée en plus, que c'était écrit fonds publics au départ, mais pour moi, Mmh. dès lors qu'on parle de financement, il y a une obligation de certification puisque si c'est un fonds, privé comme toi tu l'entendais, Sarah,
enfin, je ne considère pas que ce soit un financement. Mais en tout cas, aujourd'hui, la certification Kalopi est obligatoire pour accéder à tout type de financement. Donc là, on parle de fonds de financement public, de financement mutualisé, donc Mmh. notamment pour les OPCO, le France ouais, Travail, France Travail, la région, mmh, etc. Donc après, à CPF. détailler dans votre réponse. Alors, une dernière question, Sarah, posée par Tiffany. Oui. Dans le cas d'une non-conformité majeure, l'OF apporte une correction dans le mois qui suit l'audit et non dans les 3 mois. La validation peut-elle se faire immédiatement? Alors elle ne se fait pas immédiatement puisque, donc vous soumettez, les éléments de preuve au bout d'un mois, même si vous avez 3 mois maximum sur la plateforme Noé. Il y a un délai, de traitement par l'auditeur, alors qui est relativement court, mais ça ne se fait pas instantanément. Hem Et donc dès lors que l'auditeur, traite, les éléments de preuve. Donc soit effectivement, ils sont suffisants pour lever les non-conformités et auquel cas le dossier, d'audit en question est envoyé en revue pour, maintien de la certification si on est sur un audit de surveillance ou renouvellement de la certification si on était dans le cas d'un audit de renouvellement. Heu et éventuellement si les éléments de preuve présentés n'étaient pas suffisants, le dossier, est renvoyé par l'auditeur, de votre côté pour que vous puissiez apporter des éléments complémentaires. Et donc, heu, la prise en compte de ces éléments de preuve n'attend pas la fin du délai de 3 mois. Mais ça ne se fait pas de manière instantanée, dès lors que vous les déposez sur Noé. Il y a quand même un délai de traitement par l'auditeur et l'ICPF. Merci Sarah pour cette dernière réponse. On va clôturer le webinaire. On est arrivé à 15h30, donc on va pouvoir terminé à l'heure. Merci, pour, ta participation. Merci pour, tes, connaissances techniques qui m'ont, grandement, éclairé. Je pense éclairé autant, les participants. Merci également à Lucas qui était, dans l'ombre pour, répondre à l'écrit aux questions et à vos remarques. Et merci également à vous, participants, qui êtes derrière votre, téléphone ou alors tablette ou ordinateur, participant à la présentation, puisqu'on a eu un échange, assez vivant. Donc merci à tout le monde. Sarah, je te laisse ajouter quelques mots si tu le souhaites avant de mettre fin à la présentation. Eh bien, je voulais vous remercier également pour votre participation et l'ensemble de vos questions qui nous permettent toujours d'approfondir, ou d'aborder des sujets, qui sont, importants pour vous. Et donc, voilà, pour me répéter à nouveau, surtout important, connectez-vous sur votre espace Noé, planifiez vos audits, surveillance ou renouvellement en fonction de l'étape à laquelle vous êtes, c'est très important. Et 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 surtout donc pour ne pas dépasser, votre délai et perdre la certification. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. On est encore presque 150 personnes. C'est un record, je pense, à En fin de 15h30. oui. Exactement. Merci à vous. Pensez à vous connecter sur Noé pour poursuivre votre démarche et je vous souhaite une bonne fin de journée, bon après-midi. Au revoir. Au revoir.